Bonjour à tous, bienvenue à Skillzometer. Je m'appelle Alex aka Suji de Cypher Sons, Tales of the Cypher. Aujourd'hui, je suis avec Roméo et Laos, des amis de Créteil Style. Comment ça va les boys? Ça va bien. Yes, très content de vous jaser les boys. Ouais, content On d'être là. va parler un petit peu de votre histoire personnelle et mutuelle en tant que groupe, mais aussi en tant que danseur plus individuel. Moi, j'aimerais savoir, ça a été quoi votre première rencontre? Comment ça s'est passé, votre première interlocution avec Je l'un et pense l'autre? que Laos s'en rappelle pas. Si, moi je me rappelle, moi. Moi j'étais jeune. Laos a plus d'ancienneté que moi. Donc, Ok. moi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une soirée au Globo. Oh, Ah non, Au on se Globo, voit pas. c'était vraiment des soirées break. C'était pas une grande salle, mais ça breakait toute la soirée, de 23h jusqu'à 6h du matin. Et il y avait des cyphers et tout. Et il y avait un son. Et Laos est rentré sur ce son-là, il était vraiment musical. Et c'est là où j'ai fait genre, oh shit, c'est qui ce mec-là? nice. Moi je m'entraînais avec la génération au-dessus de lui, les gars qui lui donnaient les cours de danse et compagnie. Et ces mecs-là, en fait, ils ont commencé à trouver du travail dans les théâtres. Donc Ok. ils venaient plus l'entraînement et c'était la génération d'après qui est venue, dont lui. Est-ce que tu as eu la même impression que lui de toi? Est-ce que tu étais Est-ce que tu avais un wow sur Je l'ai Roméo? vu, j'ai fait waouh! Est-ce que c'était le crush Oh, déjà? ça Je déchire! pense pas qu'il a pu dire wow à cette époque parce que quand on Non, mais commence, déjà, moi je me rappelle, il était grand. En Ouais. fait, dans le break, on était tous petits. Lui Ouais. était grand, puis déjà à l'époque, il utilisait bien son corps. Il Yes. prenait l'ampleur. Puis les deux, vous venez respectivement de la ville de Créteil, les deux? Enfin, moi, je suis de la ville d'à côté, en fait. OK. Donc, Est-ce que pour aujourd'hui, on peut dire que tu viens de Créteil? Oui, Ouais, on l'a j'étais toujours dit en fait. Ouais, c'est ça. 90% de ma vie, j'étais à Créteil en fait. Moi, Ok. j'étais juste à côté à la limite de la ville, mais toutes mes activités, c'était Créteil. OK. Puis est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du Créteil Style? Qu'est-ce que c'est le Créteil Style? Qu'est-ce que ça représente? Le Créteil Style, en fait, c'est par rapport à nos anciens, En fait, Créteil, c'est particulier, je ne sais pas pourquoi dans cette ville-là. Il y a plein de danseurs. Dans son quartier, c'est l'abbaye. Il y avait combien de danseurs déjà? Impossible. En fait, tout le quartier a dansé, mais la source, c'est quand même Barouche. Ouais. Et à partir de là, il y a découlé toute une X génération de danseurs. Et puis, même s'il y en a plein qui ont arrêté, c'était vraiment genre chacun a développé un style. Et on a eu une richesse de fou. Et en fait, quand on a créé le groupe, nous, en fait, on était petits, là où c'était déjà en train de voler de ses propres ailes. Et nous, on allait sur Paris et finalement, les gens nous disaient ah, regarde, ils dansent comme Créteil. OK. C'était devenu quelque chose. C'est genre, même les gens, quand on allait à Châtelet, c'était la place Ouais. où tous les danseurs se réunissaient. Ils étaient capables de dire que genre, notre break est différent, c'est Créteil. Genre, il y a Ouais. quelque chose de Créteil. Et donc, du coup, nous, on s'est dit, bah, on va garder le nom, on s'appelle Mhm. Créteil Style parce qu'il y a vraiment une identité en fait. C'est aussi parce qu'il y a eu plein de tests de noms et que Ok. les tests de noms, ça marchait pas. OK. Donc je pense que c'était le plus convenable. C'était le moins créatif, mais c'était le plus convenable. Mais moi, je suis curieux, est-ce que vous êtes capable de l'identifier juste dehors? Avant, on se parlait dans le parc de la fameuse position de Karim Barouche, tu sais, qui aurait potentiellement influencé certains breakers américains. Est-ce que vous êtes capable de définir? Tu sais, quand les gens disent « Ah, vous dansez comme Créteil », est-ce que vous êtes capable de définir ça? Verbalement, c'est peut-être un peu compliqué. En fait, j'ai une sous-question à ça qui va peut-être vous amener à la réponse. Mais nous, en fait, on s'en rendait pas compte. Quand tu dis Créteil Ouais. Style, on s'en rendait pas compte. Eux, ils avaient une façon de danser et nous, comme c'était nos seules références, Ouais. on dansait comme dans leur concept un petit peu. Et leur concept, c'est vraiment que les mouvements sont liés. Il n'y a pas d'hachure, tous les mouvements sont liés. Les mouvements sont dans l'élan et on prend son temps d'aller au bout du mouvement. Ouais. Donc on pensait que tout le break était comme ça. Et après, quand on a commencé à voyager, on voyait qu'il y avait d'autres façons de danser. Notamment quand on a vu Los Angeles où c'était l'inverse, c'était Très skills. directement sur Ouais. le point, le freeze avec l'impact. Tu sais, c'est après qu'on a compris qu'il y avait d'autres façons de danser, mais pour nous, on s'est jamais posé la question, c'était la façon officielle de danser, c'était cette façon-là. OK. C'est plus tard, après qu'on a voyagé, on dit ouais, mais votre façon de danser, elle vient de Créteil. Ok. Est-ce que tu sais, nous on entend souvent, puis on le dit souvent, la fameuse French touch, le toucher français. Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes capable de vous approprier par rapport au, tu sais, comme, est-ce qu'il y a une relation entre ça puis le Créteil Style, ou selon vous, c'est deux choses différentes? Bah alors, quand on dit la French touch, et c'est sûr que ça remonte à la génération des OG Ouais. French. Si tu regardes les nouveaux aujourd'hui, il y a plein de styles différents et je pense que dans l'héritage, on est la descendance logique de la French touch. Nice. Est-ce que vous pensez, parce que là, si vous avez voyagé pas mal, puis on va en parler quand on va parler de Dev Dogs un peu, mais est-ce que vous jugez qu'il y a comme, il y a une French touch, il y a une UK touch, il y a une German touch? Tu sais, est-ce que selon vous, il y a eu
un European touch en général? À l'époque, c'était plus évident parce qu'il n'y avait pas Internet. Donc en fait, c'était que des laboratoires qui étaient fermés, qui étaient isolés. Et les gens, ils se rencontraient une fois par an. Donc comme ils étaient entre eux, chacun développait un petit peu leur thématique, leur concept de danse. Maintenant, c'est plus difficile à dire parce que l'information, là, tout le monde a l'information par Internet. Donc il n'y a pas ce truc de laboratoire où tu es entre quatre murs et tu restes ici pendant 1 an et après ça ressort. Donc, à l'époque, c'était facile à voir. Moi, je voyais un Allemand, je reconnaissais directement. Un Italien, je reconnaissais directement. Un Américain, je reconnaissais. Maintenant, c'est plus difficile. Puis les deux, vous êtes d'une génération, vous avez une génération de différence entre les deux? Non, pas une génération, on a quelques années de différence. Bon, argumentablement. Ok. Sur la Mais timeline. attends, t'as commencé en quelle année? 97. Je commence en 93, quoi. C'est pas... OK, c'est pas une masse Non, de c'est détails. pas- Donc, vous avez connu les deux le début, si on veut, l'essor des gros stage battles. Moi, à ma connaissance, tout me porte à croire que les premières grosses versions des stage battles, du moins celles qui ont été commercialisées en premier, c'est comme Battle of the Year, UK Champs, etc. Est-ce que déjà à l'époque, vous voyiez une différence entre des gens qui étaient peut-être plus underground et d'autres qui étaient plus commerciaux? Est-ce qu'il y avait déjà ce concept-là qui était... Pour ma qui était part, déjà établi? non, parce qu'il n'y avait pas de stratégie à l'époque. En fait, tu lançais, comme je te dis, dans ton laboratoire, Ouais. et après il y a une scène, tu n'as pas forcément compris qu'il y avait une stratégie à danser sur scène, donc tu dansais comme tu dansais dans ta salle ou comme tu dansais avec tes amis. Après, plus tard, quand il y a eu plein de stages, Ouais. là les gens ils ont commencé à dire ah ouais, ce mouvement-là fonctionne sur scène, celui-là ne fonctionne pas. Il y a des gens qui sont bons sur stage, qui sont nuls en cypher et vice-versa, donc ça on le sait. Ouais. Mais à l'époque, non, les gens que tu voyais sur les stages, c'est les gens qui dansaient comme ça dans les cyphers, qui dansaient comme ça à l'entraînement, il n'y a pas de stratégie. Puis est-ce que vous avez eu un petit peu l'expérience gros stage battle? Comme Roméo, quand tu es arrivé au Canada, pour moi, c'était un peu plus obscur qui tu étais. On s'était croisés à New York en 2011. Ben, moi, je t'avais croisé. Tu m'as oublié, c'est sûr. Mais je veux pas que tu t'en rappelles. Mais toi, là, on te regardait dans les IBE, au début des années 2000 puis tout. Est-ce que vous avez eu un peu la chance de faire des gros stage battles comme ça? Puis est-ce que vous avez senti que ça vous dénaturait un peu? Comment vous avez vécu ces expériences-là? Enfin, moi, je dirais gros stage, oui, j'en ai fait. Je dirais pas genre les bottis et tout. Moi, j'avais assisté à ce battle-là en 2000 et finalement, j'avais pas aimé le concept de gros stage battle. Ouais. Du coup, moi, j'ai vraiment focus sur le underground. Donc, dès que c'était des petits battles, ça m'intéressait déjà beaucoup plus. Et puis, de toute façon, avec ce qu'on faisait à l'époque, on ne pouvait pas participer au gros battle. Non, franchement, le Créteil Style à l'époque, maintenant on voit beaucoup de threads, etc. À l'époque, c'était. On veut que ça envoie, c'était vraiment genre les skills, les powers, c'était tout ce qui marchait. OK. Puis est-ce que vous avez senti une espèce de déconnexion? Est-ce que vous avez senti la déconnexion se faire à travers le temps en France? Moi, je l'ai senti presque directement. La déconnexion entre les approches puis les mentalités, est-ce que vous l'avez senti? Je pense qu'ici au Canada, on a quand même. Je pense que le concept de style versus power, c'est quelque chose qui va toujours être. On l'a senti à travers les générations puis tout, mais je pense qu'en France, notamment, moi, la première génération de Français que j'ai connue, c'est Fantastic Armada, Pokémon, etc. Donc, c'était très... il y avait un peu de tout, mais c'était beaucoup de skills. Puis c'est vraiment plus tard, quand j'ai découvert Actuelle Force, puis les autres groupes comme Total Feeling, etc., que là, j'ai vu qu'il y avait un break qui ressemblait plus à ce que les gens m'expliquaient comme étant la French Touch. Est-ce que vous l'avez vécu, cette séparation-là? Est-ce que vous l'avez vu venir? Ouais. Déjà, je vais revenir un petit peu en arrière sur les grosses scènes. Moi, j'ai fait à l'époque pas mal de gros Battle of the Air, UK et compagnie. Mais moi, ça m'a pas dénaturé ma danse parce qu'en fait, c'était un groupe. Donc, dans le groupe, tu as le phaser, tu as le styler, le footworker. Yes. Et moi, on me demandait pas, mais c'était tacite. Fais ce que toi tu sais faire, donc j'avais pas besoin de changer parce que pour marquer les points techniques, il y avait mon pote qui marquait les points techniques. Genre c'est le début de la vrille. Donc le feu contre le feu, l'eau contre l'eau. C'est ça. Donc à ce niveau-là, je pu rester dans ma manière de danser. Okay. Après, c'est quand il y a eu commencé à avoir des 1 contre 1 ou des 2 contre 2 où là il faut être plus versatile. C'est quand tu as un style qui est vraiment particulier, qui est basé pas trop sur l'impact mais sur autre chose, c'est un peu plus difficile de. Et comme tu dis, les mentalités ont changé parce que Battle of the Year, c'est quelque chose qui était très important pour les b-boys européens. Je vais parler de l'Europe parce que je n'étais pas là ailleurs.
Et en fait, ça montrait un petit peu les tendances. Celui qui gagnait montrait un peu les tendances. Et en 98, 99, c'est la première fois qu'on voyait les Américains. OK. On a vu Style Element, on a vu Rock Force Crew. Et cette façon de danser, elle était inédite. On n'avait jamais vu ça. Ouais. Même si après, maintenant, ça a pris un peu de vieux, mais pour l'époque, c'était vraiment inédit de faire des trucs straight to the point, avec des frises, pas forcément de la rotation. Il n'y a pas beaucoup de rotation, c'était beaucoup des choses verticales. Ouais. Et cette façon de faire, en fait, elle était très efficace en battle parce que c'est ce moment-là qu'il faut applaudir. C'est ce moment-là vraiment, c'est basé sur l'impact, alors qu'avant, ce n'était pas forcément basé sur l'impact, c'est basé sur la beauté de l'enchaînement ou sur la longueur de l'enchaînement, mais pas forcément sur l'originalité et sur l'impact. Et quand ils sont arrivés, en fait, ils ont un peu changé la donne. Ce qui fait qu'on a vu que ça marchait mieux sur scène, ça marchait mieux dans les battles. Donc les gens ont commencé à devenir. Ils étaient intéressés au niveau idéologique parce que ça les intéressait, mais de deux aussi. Il y avait des gens qui étaient plus pragmatiques, qui ont dit ça marche, je vais faire ça, je vais faire que ce qui marche et ce qui ne marche pas, je ne vais pas le faire. Donc on a vu une différence de style entre des choses. Moi, on me dit que des fois je tricotais. Tu fais des choses, mais ça ne fait pas gagner des battles parce que tu tricotes. Je fais ouais, mais j'aime bien faire ça, c'est pas grave. Puis C'est fun de tricoter. il faut faire ça pour gagner des battles. Et donc on a vu des gens qui se spécialisaient dans les battles, qui n'avaient pas envie forcément de perdre leur temps avec tricoter. Et puis, Donc là, nécessairement, il y a dû avoir une scène dite plus underground qui s'est développée et vice-versa. Est-ce que... Ouais, mais en fait la scène elle était petite, donc il n'y avait pas vraiment de séparation. Même s'il y avait des gens qui étaient straight to the point, ils étaient quand même dans la même scène. On était quand même dans la même scène et on n'était pas super nombreux. OK. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, ce que j'ai voulu rajouter, c'est effectivement de Battle 98, je dirais que c'est la scission où effectivement Rock Force a gagné le Boti. Le truc aussi qui s'est passé à la suite de cela, j'ai l'impression que le bite en France, en tout cas, il est devenu normal. Avant, c'était pas normal. Tu bitais quelqu'un, tu te faisais défier sur l'instant, c'est mon move. Et après, c'était naturel, les gens ils bitaient les Américains, donc il n'y avait pas risque de défi. Et puis c'est devenu normal finalement. Et du coup, il y a une perte d'identité un peu qui s'est produite par la suite. Comment vous vous êtes liés avec Def Dogs? Comment ça s'est passé? C'est quoi la dynamique? Un petit peu l'histoire derrière votre connexion avec Def Dogs? Tu veux que je réponde ou... Comme ça tu vas te développer. Moi. Juste l'intro. En fait, à la base, Laos, il était, comme je te dis, il volait de ses propres ailes. Il avait beaucoup de... il faisait des spectacles, il faisait des battles. Et moi, les autres membres du groupe, Créteil Style, ils avaient majoritairement, ils commençaient à arrêter. Et avec Def Dogs, on a toujours été genre en mode famille. C'était genre... Si tu regardes sur l'époque, les seuls mecs qui avaient du flow, qui cherchaient vraiment cette dynamique d'originalité, c'était Def Dogs. Donc Créteil et Def Dogs, on a toujours été proches. Et puis à un moment donné, on a commencé à se dire, genre, il y a des Def Dogs qui arrêtent, il y a des Créteil qui arrêtent. Peut-être qu'on peut commencer à faire des battles ensemble. Et je me rappelle, j'avais commencé à faire juste des 2 contre 2 avec Gas. C'était des petits trucs comme ça. On s'appelait même pas... Moi, je ne m'appelais pas Def Dogs, c'était... je pense un des premiers noms, c'était Hood Stripes. Nice. C'était une mixtape qu'on avait, on s'est appelé comme ça. Et puis ça a continué jusqu'à ce que finalement on fasse qu'un. C'est ça. Okay. Puis toi, comment tu t'es greffé à ça? Moi, à l'époque où c'était la mode des frises, et donc les footwork et le flow, ça n'intéressait pas pas grand monde. Je vois Gassama qui avait 15-14 ans, qui venait à Châtelet et qui vient me voir et me fait ouais, montre-moi des footwork, montre-moi des passe-passe. Et en fait, ça s'est fait naturel parce que ce gars-là, déjà, à l'époque, il s'intéressait déjà au footwork. Okay. Et donc, à force de s'entraîner avec eux, on voyait qu'on était dans le même si ce n'est pas la même génération, on était dans la même vision de danse. On kiffait les mêmes choses. Okay. Je sais qu'il y a une riche histoire dans la relation Flow Rock, Actuelle Force, à la fin des années 90, début 2000. Vous êtes ici, au Canada, donc nécessairement vous avez choisi de vous établir ici pour la suite, du moins en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de selon vous, l'impact que la scène canadienne a eu sur votre break, respectivement? Je commençais là, parce que moi je les ai connus avant Roméo. Ouais. Moi j'ai connu l'Est de la France. Et comme je te dis, on en revient toujours à cette période, fin des années 90, début des années 2000. Très charnière. Très charnière parce que la façon de danser, elle change totalement. Et c'est beaucoup du vertical, beaucoup du blow-up, vachement Los Angeles. Et moi-même, quand je m'entraîne à Châtelet, c'est la place principale à Paris où tout le monde s'entraînait, la façon de danser a changé. Et mes anciens, moi, sur lesquels je regardais, qui m'inspiraient beaucoup, eux, ils sont passés professionnels au niveau de la danse, donc on ne les voit plus sur le théâtre.
Donc tout autour de moi, je vois que des gens qui font cette nouvelle façon de danser, là, les pistons et compagnie. Et puis, moi, je me sens un peu seul. Hein. Tout ce côté freestyle. Et je rencontre ces mecs-là, là, Flora. Ouais. Et je vois, ils font des cercles. Et je vois, ils rentrent. Je vois, ils font du freestyle. Et je vois que moi, je peux rentrer. Et moi, je vois qu'il y a un échange. Et c'est pas simplement faire son code. Donc la connexion, elle s'est faite parce que même si on dansait pas pareil, au niveau de l'idéologie de la danse, il y avait quelque chose de très similaire. OK. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, je suis en contact avec eux. Et Yes. jamais. Et t'es un Canadien, à mes je yeux. suis un Un Canadien. Montréalais, à mes yeux. Toi? Ben, moi, en fait, Flow Rock, spécialement, je l'ai connu vraiment tard. C'était quand Ouais. je suis arrivé au Canada. Mais t'avais eu par des rapport- échos, probablement? Peut-être plus tard, vraiment plus tard. OK. Pas au début. Par contre, ce que je voulais dire sur le style canadien, moi, ce que j'ai connu, c'est Boogie Brats. Ouais. Le premier, j'ai vu Migas, en fait. Et ce que ça m'a apporté, c'est que, comme il disait, quand on faisait du tricot, genre, ce qu'on nous rabâchait, c'était finalement, tu peux pas gagner de battle en faisant ça, tu peux pas gagner de battle. Et quand j'ai vu ces mecs-là, ils faisaient du tricot, ils l'ont poussé très loin, c'est sûr, mais Absolument. du coup, ils arrivaient à gagner face à des mecs qui faisaient du blow-up et tout. Et je me suis dit, mais en fait, dans ce qu'on fait, en fait, c'est riche et ça a du pouvoir. C'est pas, Absolument. on ne devrait pas se sous-estimer par rapport à n'importe qui d'autre. Et puis, finalement, ça m'a juste montré que ce qu'on fait, c'est vraiment fort. C'est très fort, en effet. Dernière question pour vous, les gars. On est ici au Bain Mathieu pour Skillsometer 8. Pour vous, vous en avez vécu quelques-uns à travers le temps. Qu'est-ce que ça représente pour vous, un jam comme Skillsometer? Au niveau peut-être plus personnel, puis qu'est-ce que vous pensez que ça a comme impact pour la scène canadienne? Je pense que c'est l'un des événements le plus connu canadien, le plus connu en France. Parce que moi, j'ai jamais vu en live Skillsometer. J'ai Ah, toujours c'est vu, non, jamais. J'étais pas là à chaque fois, j'étais en France. Et il y avait les vidéos qui sortaient, donc Ouais. on savait que ce truc-là, il existait. Mes amis là-bas en France connaissent cet événement, ils regardaient les vidéos. Et puis, quand je vois les vieilles vidéos où il y a les battles d'exhibition, là, je suis soufflé, quoi. Ouais. Je suis vraiment content, par exemple, qu'un mec comme Lost Child, on ait pu le voir danser. On le voit rarement, Lost Child. Ouais. Mais grâce à ce battle-là, à ce battle d'exhibition, on peut voir le Lost Child que j'aime danser et vraiment voir ses qualités. Nice. Même les matraques, ça m'a permis de faire la promotion de matraques en France. Je regarde, ce gars-là, et ben, les vidéos que je cherchais, c'était Skillsometer. Donc Ouais. ça permet de mettre, je pense que ça permet de mettre en avant les danseurs canadiens d'une façon super efficace. Ouais, parce qu'ils sont ici, home turf, mais contre des gens de l'international. Donc nécessairement, ils sont... On voit toujours les mêmes personnes, hein, c'est toujours les gens qui font Red Bull et tout, mais il y a plein de bons danseurs qui Ouais. sont dans d'autres événements, qui sont... et Skillsometer, c'est une super... en fait, il y a une bonne sélection déjà, Ouais. donc c'est une super promotion pour le Boeing. Nice. Moi, j'ai connu tard. Donc, quand je suis arrivé ici en fait 2016, et je suis venu, j'avais assisté, mais j'ai pas été qualifié, c'est pas grave. OK. Mais en fait, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est que justement, ils arrivent à ramener des vraiment bonnes personnes et à faire un gros événement. Ils arrivent à faire quelque chose qui perd pas l'essence de ce que moi j'aime dans le break. Et je trouve que ça, c'est bon. Yes. C'est vraiment important. Est-ce que tu l'as sur le cœur, le fait que tu t'es pas qualifié ou ça va? Oh, pas du tout. Moi, que je passe ou je passe pas, c'est pas Ouais. grave. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de passer un bon moment. Yes, exactement. Bien, sur ces beaux mots, merci beaucoup, messieurs. C'est gentil. Yes. Merci.